Salut les archers, salut les toxophiles, j'espère que vous allez bien. Bonne rentrée à tous et à toutes. Salut Steph, ça va? Salut! Oui, ça va et vous? Ça va. Salut Didier, Salut tout le monde. comment tu vas? Très bien. Salut Yann, Salut à tous. comment tu vas? Écoute, les vacances sont bien passées. La reprise, c'est parfait. Oh là là, il me fait un enchaînement sur la suite. Bon alors, on te souhaite un bon anniversaire? Bah, ouais, ça c'était pas obligatoire. Merci Mathieu. Stéphanie, ton été, ça s'est passé comment? Écoute, bien, bien, bien. J'ai travaillé au mois de juillet, j'ai pris un mois de vacances, histoire de revenir en pleine forme et là, j'ai rattaqué depuis, jeudi dernier, au taquet, donc ça va. Bon bah c'est cool. D'ailleurs, Steph, c'est Didier? la plus bronzée d'entre nous, hein. Et c'est ça, de travailler dehors. L'avantage, c'est que moi, je pars en vacances, je suis déjà bronzée. Ouais. Moi j'ai pas pris mes vacances encore, hein, donc voilà. Et toi Tu Didier, seras les plus bronzé vacances ça pour a la été? prochaine émission? Bah, très bien, un petit tour à la fraîche, quelques compétitions dont le tir de bouquet. On pourra en discuter sur une autre émission. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Je fais on switch là maintenant, il y a des switches entre chaque, puisque je vais parler un petit peu des nouveautés de la saison 3. Comme vous avez pu le voir, il y a un groupe Facebook qui existe, il y a un compte Instagram, on a un magnifique logo qui a été fait par Nico, que vous retrouvez hop là, sur l'écran, voilà. On a des nouveaux programmes, on a des petites chroniques, on va découper aussi l'épisode pour pouvoir que vous ayez des petits morceaux derrière. J'espère que ça vous plaira. Vous nous dites dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Puis, bah, c'est à peu près tout, je pense, en nouveauté. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, les copains? Bah, écoute, en regardant le planning, non, je crois que tu as tout fait. On va pas oublier le Oui. petit quiz news qui sera toujours là cette année aussi. Donc le petit quiz news qu'on fait entre nous, hein, on se pose la question et vous n'hésitez pas à essayer de répondre au quiz news dans les commentaires éventuellement ou à poser les questions du quiz news justement à vos copains à l'entraînement. À part ça, c'est tout, hein. On va refaire des petites miniatures aussi un peu plus dynamiques parce que ça sera en fonction, vous allez voir, ça sera assez cool. Enfin, j'espère que ça vous plaira, donc voilà. On a une nouvelle émission aussi qui est le courrier des archers. J'ai appelé ça comme ça, mais je sais pas si on va garder ça comme ça. Enfin, pareil dans les commentaires, hein, dites-nous si vous avez des idées. Vous nous envoyez des petits messages sur Instagram ou sur Facebook, et puis on partagera un petit peu les, les petites questions que vous pouvez nous poser. Alors, la Bien. première question que j'ai, elle vient de Nikita Zestoki. Et là, elle est dirigée directement sur Steph. C'est quels sont les meilleurs équipements de chaque catégorie en incluant viseur, arc à poulies, table, flèche, décocheur, etc. Exemple, une personne qui souhaite tout le meilleur matos, le plus efficace et le plus haut de gamme existant. Waouh, ça, c'est de la question. Heu, déjà, j'aurais tendance à dire, faut peut-être déjà commencer à réfléchir si le haut de gamme est adapté à cette personne. Et je vais faire un parallèle totalement bête, mais par exemple, quelqu'un qui vient d'avoir le permis de conduire, on va pas lui faire conduire une Ferrari. Donc faut vraiment se poser la question de l'intérêt du haut de gamme, puisque le haut de gamme, c'est forcément un matos, en fait, qui va être technique, donc compliqué à gérer. Et en fait, là, comme ça, j'aurais pas forcément de marque particulière à citer. Pour rester sur les arts classiques, par exemple, il y a quand même 2 grandes marques à l'heure actuelle qui sont sur le devant du marché.
et qui sont aussi bien l'une que l'autre et pas forcément adaptées à tout le monde. Je prends mon exemple à moi. J'ai essayé plusieurs poignées des 2 marques et en fait, il y a qu'une marque où j'arrive à tirer avec les poignets, les autres me conviennent pas, me correspondent pas et donc en fait, il faut faire des essais en fonction des personnes et en fonction de ce que la personne veut. Donc là, je pense que j'ai pas vraiment répondu à la question qu'elle pose, mais j'ai pas mieux comme réponse en tout cas. Mais ouais, si je peux me permettre, effectivement, ça va dépendre aussi du ressenti de l'archer parce qu'un Mmh. un matériel, le plus haut de gamme d'une marque, on va pas du tout avoir les mêmes sensations que le très haut de gamme d'une autre marque et ce sera totalement différent. Donc sans essayer, c'est impossible de choisir, en fait. Exactement et le haut de gamme est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus adapté. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je rejoins entièrement Didier. Des fois, faut aussi prendre quelque chose qui nous sied, qui puisse nous permettre de tirer comme, nous on le sent. Moi, je vois, j'ai pas une poignée haut de gamme, j'en ai essayé et elle m'allait pas du tout, du tout, donc après je pense que c'est le ressenti aussi de l'archer, après avec son coach bien sûr, hein, Ouais. qui peut voir le matériel surtout, hein. Bah, le voir, c'est bien. C'est vrai que quand on a la possibilité de le tester, moi je sais que j'essaye, régulièrement de demander à mes archers quand ils veulent acheter une nouvelle stabilisation, bah, tiens lui il l'a, essaye-la, vois si tu sens une différence, si ça a un intérêt. Donc voir c'est bien, mais c'est vrai que tester quand c'est possible, c'est quand même quelque chose de super avantageux parce que quelque chose qui va fonctionner pour un archer ne va pas peut-être pas fonctionner pour un autre. Et là où il y a un archer qui va trouver par exemple que la stab elle est super bien et qu'elle amortit super bien, bah, l'autre en fait il va avoir des vibrations résiduelles parce que le matos n'est pas le même, parce que et donc c'est pas cette stab là ou c'est pas ces poids là ou c'est pas ces amortisseurs là qu'il lui faut. Donc il faut faire des tests en fait. Tant qu'on peut faire des tests, il faut en profiter. Hop là, j'essaie de gérer les transitions en même temps et j'écoute. Moi, j'ai un entraîneur qui m'a dit un jour que le meilleur matos qu'on peut, avoir, c'est celui avec lequel on est bien et avec lequel on tire. Mmh. Voilà. Bah, Alors, il est écoute, toujours adaptable et améliorable, hein, parce que, bah, peut-être qu'il y a du matos qui va vieillir et qui va moins bien réagir dans le temps, mais c'est vrai qu'il faut se sentir à l'aise et faut apprécier tirer avec son arc, en fait. Et il faut savoir le régler et plus très c'est haut de important. gamme, plus c'est compliqué ou, pointilleux pour le régler. Mmh. Exactement. Voilà, c'était la première petite question que j'avais, Si ça, c'est une petite question, j'attends la grande. Ouais, parce qu'elle était à rallonge quand même celle-là, Mathieu. Pour une première, tu nous as gâtés là, hein. ah mais je m'attendais pas en fait à une réponse si longue de la part de Stéphanie, j'avoue. Bah, J'avoue excuse-moi, mais là, franchement, je 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 peux pas faire court sur une question comme ça et encore, je trouve que j'ai fait très court. hem, on va peut-être pas reprendre que des trucs d'entraînement parce que autrement Stéphanie va parler, tout le comment ça s'appelle, toute l'émission à causer. Il y a Damien Archery qui pose la question: «Que pensez-vous de l'idée de monsieur Bouclet de pouvoir faire des prêts d'archers entre clubs? C'est-à-dire qu'un c'est-à-dire un exemple, l'équipe X peut intégrer un archer d'un club Y pour le tir, mais l'archer en prêt garde son identité de club, c'est-à-dire qu'en dehors des tirs par équipe, il est archer de club Y». Alors là, je sais pas si déjà beaucoup d'archers vont vouloir, tirer pour une autre équipe que son propre club. Je sais pas pourquoi. Moi, par exemple, c'est vrai que je suis dans mon club, me viendrait pas l'idée de tirer, pour un autre club. Sauf cas où, dans le club où tu es actuellement, tu n'as pas d'équipe, pourquoi pas? Mais Ouais, autrement, c'est là vrai que c'est là là où je vois où ça pourrait être intéressant, c'est, par exemple, moi en tant qu'art classique, j'ai fait partie d'un club pour faire, une équipe, D2 FITA 70 mètres. Il y a un autre club qui cherchait juste un classique pour faire une équipe, campagne, parce qu'il y avait le poulie et le barbeau, il leur manquait juste un classique et du coup, on peut pas faire partie d'équipes, de types de tirs différents, de clubs différents. Là, ça pourrait avoir un avantage pour potentiellement avoir plus d'équipes pour les parcours, notamment. En général, plutôt là où ça ouais, ça pourrait ouais, manquer. moi je suis entièrement d'accord avec, Didier sur ce principe. Par contre, je suis totalement pour. Moi, j'ai cherché des équipes pendant, très longtemps, donc là, on va peut-être réussir à en monter une. Mais pendant une dizaine d'années, on a toujours essayé de trouver, voilà, les 2 archers qu'il fallait complémentaires, soit en poulie, soit en classique, ou soit en barbeau pour pouvoir faire une équipe. C'est vrai que là, dans ce cas-là, je pense que ça peut être pas mal.
En fait, comme beaucoup de choses, il y a du pour et du contre et je pense qu'il y a pas mal de gens qui apprécieraient de pouvoir tirer avec des potes qui sont dans un autre club et pour des raisons X ou Y, chacun est dans son club et veut pas en changer. Ça peut être intéressant. Moi, je me place encore une fois du côté de l'entraîneur et de l'éventuel coach de l'équipe. Ça peut être compliqué d'avoir un archer qui intègre d'un seul coup l'équipe, en fait, que tu ne connais pas, que tu n'entraînes pas, que tu ne gères pas, par rapport à la cohésion d'équipe, par rapport au coaching, par rapport à la manière de gérer l'équipe, les rotations, les choses comme ça. Ça peut être Alors, une com ça peut être quelque chose d'un de, peu de ce point de compliqué, vue-là, pour en tout cas de pour ce point de vue-là, il y a déjà le problème aujourd'hui. Des archers qui font partie d'un club qui changent de club pour faire partie d'une équipe, donc ils s'inscrivent ailleurs. Mais ailleurs, c'est à l'autre bout de la France. Des archers qui sont à Montpellier, qui s'inscrivent à Rennes pour faire partie de l'équipe de Rennes, c'est le même problème. Donc que ce soit un prêt ou que ce soit une nouvelle licence, le problème reste le même. Toute l'année, ils sont chez eux à Montpellier à s'entraîner, alors que leur équipe, ils sont à Nantes ou à Rennes ou ailleurs. Mmh. sauf que souvent il y a un lien avec l'entraîneur dans ces cas-là quand même si l'entraîneur le voit pas. Enfin moi, pour avoir entraîné quelqu'un qui a habité très, très loin pendant pas mal d'années, on avait des visios, on avait des échanges, on avait quand même un lien, même s'il n'était pas aussi concret et aussi intéressant que si on avait été sur le terrain. Il y avait quand même des échanges, que là, du coup, l'échange, tu peux pas l'avoir, surtout si l'autre, il a un entraîneur déjà dans son club. Ouais, tu veux dire le mix de plusieurs entraîneurs sur la même équipe? Ouais, c'est ça. Ou alors, au contraire, ça peut peut-être créer le fait que les entraîneurs se mettent à travailler ensemble et il y ait une cohésion, un échange et au contraire, ça peut être aussi peut-être enrichissant pour l'archer d'être suivi par 2 personnes qui vont, se coordonner pour sa préparation. Entre Mais c'est du boulot en plus. une autre limite que je vois, c'est qu'il faudrait pas qu'un même archer fasse du coup partie de plusieurs équipes, de plusieurs clubs. Quand on définit qu'on fait partie, C'est ça. d'une équipe pour un type de tir, faut qu'on s'y tienne sur toute l'année, on pourra pas changer en cours d'année. Sinon ça a pas de sens. Bah, sinon ça a pas de sens, ne serait-ce que pour les résultats. Si on prend par exemple les campagnes, Didier, aujourd'hui, c'est vrai que, il y a aucun sens. Tiens, bah, je fais tant avec une équipe, hop, la semaine d'après, je tire avec une autre, je fais un autre score et puis on verra, j'irai avec la meilleure. C'est sûr que là, on serait dans un côté négatif. Après, il faut être au clair dès le départ sur, quel est l'intérêt, qu'est-ce que l'archer va chercher et je pense qu'il faut être au clair avec les 2 clubs, en fait et les deux membres d'équipe, enfin toutes les équipes quoi, les membres de toutes les équipes. Bon, pour Après, l'instant, c'est pas mis sur le tapis pour cette année, donc voilà, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, on fait que des hypothèses et que de toute façon, c'est pas en place pour cette année, mais en soi, pourquoi pas si c'est bien géré. Et s'il y a les bons garde-fous, bien sûr, quoi. Ouais, par contre, il va falloir que ça soit bien géré quoi, pour le coup. Mmh. Dernière question, que j'ai sélectionnée, heu, que pensez-vous du matériel chinois, genre, AliExpress? Bon rapport qualité-prix ou arnaque? C'est Seb PA qui pose la question. si je peux me permettre, parce que moi j'en ai, hein, j'ai du matériel, je peux les citer, j'ai des vapes et j'ai aussi du matériel, chinois. Donc à la maison, on est 3 archers, donc campagne, extérieur, salle. Donc ça nous fait 3 jeux chacun, donc 9 jeux. Donc quand on voit le prix d'un jeu maintenant et plus les jeux d'entraînement, donc ça fait beaucoup. On a essayé, du matériel chinois qui était pas mauvais, qui volait bien. Alors c'est plus, pour ma fille. Ça ne l'empêche pas de faire 310, 320 sur un FITA, sur une série. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Gros avantage du, matériel chinois, c'est que le poids des pointes, le poids des flèches sont exactement, strictement identiques. C'est pour les avoir pesées, parce que je voulais comparer avec le matériel que j'avais acheté en archerie avec, mes vapes, que j'ai pu aussi peser et là, il y avait, trop de grains de différence, que ce soit sur les pointes et sur comment, et sur les flèches. Seul petit bémol moi que je trouve, hein, bémol sur le matériel chinois, c'est qu'on peut pas adapter autre chose que du matériel chinois. Par exemple, les pointes, sont à peu près identiques, mais quand on essaye de les mettre sur, les tubes chinois, elles passent pas. On est obligé de limer le tube, donc je trouve que c'est pas bon pour le tube en soi. Donc je pense qu'une fois que tu as commencé le matériel chinois, tu es obligé de continuer sur le matériel chinois. Après, il y a pas que des qualités. Nous, on a peut-être eu la chance d'avoir du bon matériel chinois. Moi, je parle que des flèches, hein. Sur le reste, déco Sherwood, j'essaierai pas. Ceci dit,
il y a eu une palette, je ne sais plus son prénom, c'est David Jackson qui a une palette qui se vend sur AliExpress, hein, c'est une archerie qui le vend. Donc on peut faire des points avec du matériel chinois, voilà. Voilà, alors Bah, après attention, on n'est pas sur du haut de gamme, hein. Quelqu'un, comme, je sais pas, Didier qui est meilleur tireur que moi, je suis pas sûr que le matériel chinois lui puisse lui convenir. Après, j'avoue, j'ai jamais essayé. Je change pas très souvent de matos. Je prends un jeu de flèche tous les 2-3 ans parce que je tire pas tant que ça, plus tant que ça. Donc, heu, j'ai pas encore ce problème de renouveler, trop régulièrement le matériel, donc j'ai pas eu l'occasion de tester, donc ne se prononce pas. Moi, j'ai pas d'avis. Stéphanie, tu veux Bah, rajouter quelque chose? j'ai pas testé le matériel chinois, donc je peux pas, non. OK. J'ai pas testé non plus, donc je dirai rien, là-dessus, il y a pas de souci. On passe au point suivant, qui est, Didier à Paris 2023. Tac, nickel, on voit les photos à l'écran, on peut démarrer. Du coup, effectivement, il y a depuis quelques années, on a la chance à Paris d'avoir des événements internationaux. En général, c'est la 4e manche de la coupe du monde de tir à l'arc en extérieur, donc à 70 mètres pour les classiques, 50 mètres pour les poulies. On a pu, voir du tir à l'arc au Trocadéro, on a pu voir du tir à l'arc au château de Vincennes l'année dernière et donc cette année, nous étions aux Invalides. On a une belle surprise en arrivant sur site, le matin même, c'est qu'au lieu de voir du tir à l'arc, la première chose qu'on a vue, c'était du triathlon. En effet, en fait, la ville de Paris, utilise cette année, des week-end tests, des semaines tests, où ils mettent plusieurs sports d'un coup au même endroit, au même moment pour se préparer pour les JO qui arrivent, l'été prochain. Donc c'est vraiment une belle surprise de voir le triathlon, surtout que le pont sur le pont Alexandre III, c'était le passage où ils passaient, du vélo au, à la course à pied, et on sentait vraiment la ferveur des supporters, et voilà, c'est vraiment une bonne ambiance déjà dès le départ, avant même de rentrer sur le site de la compétition de tir à l'arc. Donc on va pouvoir passer à la photo suivante, où on voit effectivement, voir le champ de tir, on va dire, devant les Invalides et donc juste à côté de la tour Eiffel. Donc vraiment un cadre, idyllique, très sympathique à vivre, sous le soleil, pas beaucoup d'ombre, il faisait très beau, très chaud, ça, c'est vrai que c'était, on va dire, le seul point négatif, si on peut dire, et encore, c'était pas vraiment canicule entière, donc on en a bien profité, on a bu de l'eau et tout allait bien. Donc sur la photo suivante, voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut voir, dans les gradins. On a un peu toutes les nationalités qui sont, représentées et il y a pas besoin d'être un gros groupe de 20-30 personnes pour mettre de l'ambiance. Je peux vous garantir que, juste à lui tout seul, dès qu'il y avait des Coréens sur le pas de tir, il savait mettre l'ambiance, il savait quoi dire, quand et comment et c'était vraiment intéressant de voir justement les différentes manières des différents pays de supporter, leurs équipes. Et ce qui était vraiment, rassemblant, quelle que soit la nationalité, c'est, on parle pas, en gros quand le feu est vert et quand les archers sont en train de tirer, on respecte, l'adversaire et tous les compétiteurs et ça, c'était vraiment, très agréable. On voit aussi sur la photo suivante, voilà, des gens qu'on connaît, ils ont beau essayer de se cacher avec leurs casquettes, mais voilà, on exactement. Voilà, vous aurez l'occasion de voir sur des prochaines émissions que vous avez déjà pu voir, sur les émissions, précédentes. Et on d'accord. Et du coup, sur la photo suivante, voilà, on a eu une pause déjeuner. Le matin, on a vu donc tous les tirs par équipe et une petite pause déjeuner. On a pu avoir un petit coin à l'ombre, sous les arbres pour pique-niquer et on a pu, commencer à avoir des signatures, des archers de France, du Staff France, des étrangers. Hem, c'était vraiment une ambiance très sympa, tout le monde est abordable, on peut discuter vraiment avec tout le monde. On retrouve aussi, d'autres personnes qu'on connaît, d'autres clubs qu'on a croisés à droite, à gauche, qu'on n'a pas revus depuis, plusieurs années ou qu'on n'avait jamais vus, qu'on s'était juste rencontrés sur des réseaux sociaux et c'était, l'occasion de se croiser, comme la photo suivante. Voilà.
Voilà, mais je crois qu'on avait dû se croiser une fois, de loin comme ça, mais c'était la première fois qu'on était si proches l'un de l'autre, tu vois? Mais on n'a pas pu faire une photo à 3 avec Harmonie, c'est toujours compliqué d'être au même endroit, au même moment. Voilà, tout le monde en profite de son côté. Voilà, donc bonne ambiance, pendant la pause déjeuner et ensuite, sur la photo suivante, on peut voir que, on reprend et là pour les, tirs individuels, notamment avec une Française, Lisa Barbelin, chez les classiques femmes, qui nous a vraiment, vraiment fait vibrer, sur le stade et c'est là aussi où c'est intéressant de voir la différence de mentalité, de préparation, quand on arrive sur le pas de tir pour les archers. Je diviserais ça en 2 grandes catégories. On va dire tout le côté, asiatique, où ils laissent vraiment rien transparaître, aucune émotion et il y a rien qui transparaît et au contraire, on va dire le côté occidental, européen, on a pu avoir des Brésiliens, des Américains. Où là, au contraire, on sent beaucoup plus toutes les émotions, aussi bien à l'arrivée sur le pas de tir que pendant les flèches, qu'après les volées, que sur le podium ou partout ailleurs, quoi. Donc c'est vraiment intéressant de voir ces 2 côtés et d'essayer de comprendre ce qui se passe, dans la tête des archers. On peut pas savoir vraiment ce qui se passe, mais il y a des indices qu'on arrive à voir, à sentir, heu et c'est vraiment intéressant. Il y a des choses aussi qu'on vit quand on est sur place, qu'on voit pas forcément à la télé. C'est un petit peu tous les tics que chacun peuvent avoir. C'est la relation qu'ils peuvent aussi avoir avec leur coach qui est derrière. Il y en a certains, on a plus l'impression que les coachs vont pousser, presque le crier dessus. C'est pas ça, mais c'est l'idée qu'on pourrait en avoir si on connaît pas et qu'on se passe juste derrière. Et d'autres, en fait, qui disent rien, qui font juste regarder, ça suffit. J'en ai vu un aussi, à chaque flèche tirée, il avait un petit calepin, il notait sur le coach notait sur son calepin, quelque chose. Bon, j'ai supposé que c'était un impact en cible pour potentiellement aider au réglage ou autre. Je sais pas si c'est juste ça ou si c'était autre chose. Je pense que je saurai jamais, mais voilà, c'était vraiment intéressant de voir un petit peu tous ces tics, de chacun. Hop, si on passe à la suite, donc à la fin, donc on a pu voir sur place, demi-finale, non, petite finale et finale pour, en individuel pour les femmes et ensuite pour les hommes. Donc Lisa, la seule française en liste, a pu, gagner sa demi-finale, donc est montée en finale et a perdu sa finale. Et du coup, elle était à la deuxième place. Et du coup, c'était son premier podium sur, une coupe du monde. Donc on sentait vraiment, toute l'émotion et elle a perdu contre une américaine. La coréenne a fini troisième. C'est le seul podium où c'était pas un des coréens sur la première marche. C'est quand même à noter. Il y a quand même une suprématie coréenne, toujours dans le monde du tir à l'arc, aujourd'hui. Et ouais, voir sentir de l'émotion de l'américaine et de Lisa sur le podium, c'était vraiment, vraiment quelque chose, ouais. Ouais, pas plus que l'américaine, en fait. Et c'est sûr que comparé aux Coréens, elles le sont. Voilà, les Coréens, ils laissent pas transparaître grand-chose. Mais voilà, entre l'américaine, le brésilien, l'italien, il y avait un italien qui était là aussi, qui a fini sur le podium, qui était un peu plus réservé, mais c'était plus une cocotte minute, quoi. On voyait rien, puis d'un coup ça explose, alors que non, chez les asiatiques, les Coréens notamment qui étaient là, il y a rien qui transparaît, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ouais, quand ils font un petit 10 rattrapé avec un petit coup de bras ou ce genre de choses, quoi. Mmh. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais Lisa est quand même la seule qui arrivée sur le pas de tir, avant de monter en cible, trépigne, vraiment.
et saute sur place avant d'aller sur le pas de tir. Ça, c'est vrai que c'est mmh. Elle a d'autres petites choses qu'on remarque sur place, juste avant de prendre sa flèche pour tirer, elle détend, sa main et ses doigts de corde avant de prendre la corde, d'une manière qu'on voit pas partout, non plus. Enfin, voilà, on peut parler aussi des Coréens qui, je pense, comme tous ceux qui ont des lunettes, il y en a quand même pas mal qui portent des lunettes, mais il y en a pas beaucoup qui remettent leurs lunettes en place sur le nez avant chaque flèche. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on arrive à remarquer sur place. C'est toujours marrant. Donc si on passe à la suite, hop, faut que Mathieu retrouve sa souris et tout ça, c'est assez compliqué. Donc voilà, on a vu côté, archer. Donc on voyait les côtés des archers, où derrière les archers, il y avait les invalides et donc de l'autre côté, on voit les cibles avec, le pont Alexandre III, derrière. C'est pour montrer un petit peu l'ambiance avec les gradins de chaque côté, les caméras diffusées en direct sur, la boire d'archerie. Évidemment, on peut aussi suivre en ligne, tous les résultats sur Yanseo, flèche par flèche. Enfin voilà, il y a pas mal de moyens quand même de suivre le tir à l'arc aujourd'hui, via les réseaux sociaux et les web, les ouais, encore les émissions, c'est pas du direct, ces événements-là, ils sont vraiment diffusés en direct par la World Archery et autres et voilà, il suffit juste de se renseigner un petit peu, trouver les bons liens et on arrive vraiment à voir tout ce qu'il faut en temps réel ou avec quelques secondes de décalage, quoi. Voilà. Donc si on passe à la suite, voilà, à la fin de la journée, une fois tous les tirs finis, encore une fois, tout le monde est accessible. Donc là, on voit, c'est, Lisa qui est en train justement de signer des autographes, qui prend le temps, même après toute sa journée, de signer des autographes aux enfants, aux adultes qui sont présents, de poser, avec eux pour prendre des photos. Enfin, c'est vraiment agréable. On voit pas forcément ça dans tous les sports et c'est vraiment pas mal. Donc si tu passes à la suite, on retrouve, pas mal sur les réseaux sociaux d'articles justement avec voilà, différentes personnes qui posent, avec un peu tout le monde et si tu passes à la photo suivante, on a un zoom sur la carte de l'événement, signée par, beaucoup d'athlètes. Je dis pas d'archers parce que si vous regardez dans le lot toutes les signatures, on retrouve aussi, par exemple, Tony Estanguet qui était présent, justement puisque l'événement était, support de préparation aux jeux olympiques. Voilà, donc il était présent, il a pris le temps de signer. On retrouve, pas mal d'olympiens, qui étaient présents aussi et qui prennent le temps, pour tout le monde d'être là, de signer, de discuter, d'échanger quelques mots. C'est vraiment très agréable et ça donne envie vraiment de continuer, de partager ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire et le monde du tir à l'arc, quoi. Vous voyez l'envers du décor. Bon, une bonne expérience, Didier? Ah oui, c'est vraiment toujours intéressant d'une part, de voir vraiment les meilleurs mondiaux, tirer, et d'autre part, de faire partie de l'événement, de l'ambiance, de revoir des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, de faire de nouvelles connaissances. Voilà, c'est toujours intéressant. Là, j'ai une petite question pour toi, Didier. Je sais pas si tu avais vu l'étape, la finale de la Coupe du monde entre Cadero. Je crois que tu y étais, non? J'étais sur place, oui. Ouais, voilà, hein, on s'était vu sur place. Par rapport à cette édition-là, par exemple, le Trocadéro, tu en as pensé quoi? La petite différence, les plus, les moins, il y a bien Hem, sûr. du coup, j'ai eu l'occasion de voir différents sites. Donc le Trocadéro, ça devait être en 2015, quelque chose comme ça. Heu, Ouais, ou ensuite 2014, je crois, je sais plus ouais, trop, quelque chose 2013, quelque je chose sais du plus, genre. Non, c'est Hem, 2013, Didier. Ouais. 2013, ouais, 2013. 10 ans Heu, déjà. ouais, c'est ça. Ensuite, on a vu le stade Charletti, il doit y avoir 5 ans, 4-5 ans. On a pu voir donc à Vincennes, l'année dernière et cette année au Trocadéro. Ah, j'ai envie de dire, à part le stade Charletti qui était un peu, on va dire, bateau comme lieu, ça reste un stade, bon, tirer dans un stade, c'est pas ce qui fait le rêver le plus. Ça doit être le Charletti, enfin, qui connaît le stade Charletti? Moi Voilà. moi, je le prends, hein. Déjà tirer dans un stade, je Oui, prends. c'est sûr, mais voilà, quand on compare au Trocadéro, au château de Vincennes ou voilà, forcément, c'est pas le même lieu. Après en termes
d'événements. Ce qui était intéressant au Trocadéro qu'il y avait pas, cette année, c'était les gradins, dans la ligne des archers de la cible. Ces gradins-là étaient réservés cette année aux gratins, aux invités, aux VIP. Donc voilà, le commun des mortels n'y avait pas accès. Bon, en soi, c'est pas forcément, gênant parce qu'on est tous suffisamment proches, de l'événement et quel que soit le point de vue, pour en avoir du coup testé plusieurs, on ressent les mêmes choses qu'on soit d'un côté, ou de l'autre. Mais après voilà, le lieu, ben, tant que c'est mythique, ça reste mythique, et l'organisation autour, cette année, c'était vraiment un cran au-dessus des années précédentes. On sent qu'ils apprennent un petit peu chaque année. Par exemple, plus d'espace, libre, pour justement le midi, le pique-nique. Hem, un nombre de toilettes, suffisant et géré, beaucoup plus proprement que les années précédentes. Heu le staff, on sent aussi que les gens qui sont présents, c'est pas leur premier événement pour la plupart et qui savent mieux gérer, mieux organiser, les flux, les groupes, guidés. Bon, il y a toujours des petits couacs mais ça s'arrange très, très vite et encore plus vite que les années précédentes. Donc enfin, pour moi, en gros, c'est prêt pour l'année prochaine aux JO et que tout se passe bien. Sachant que la grosse différence qu'il y aura, entre cette année et les JO, c'est que les gradins ne seront pas disposés tout à fait de la même manière et la zone risque d'être un petit peu différente. Mais le lieu reste le même et les archers qui seront, présents sur site à peu de choses près, ce seront les mêmes également. Et une différence également, c'est que cette année, ils ont fait que les phases finales, au Trocadéro. Donc samedi pour les poulies, dimanche pour les classiques. Alors que, l'année prochaine, c'est tous les matchs qui se font, toute la semaine sur place. Donc aussi en termes d'organisation générale pour la ville, la sécurité et autres, c'est un autre challenge, également. Ça donne envie. C'est ça et du coup, c'est tous ceux qui ont pu participer, cette année et ont pu, je pense, avoir vraiment un très, très bon aperçu des JO l'année prochaine. On on vous en parlera, hop là, on change de caméra, c'est magnifique. Il y a un budget dans cette émission. Hem, Il y a un budget maintenant. il y Ouais. a un budget maintenant. Avant, il y en avait pas et là, il y a un Mathieu a budget. trouvé 2 centimes par terre, c'est pour ça. On en est à peu près là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, petite nouveauté pour la saison 3, on est une année olympique, hein, et on vous prépare, quelque chose pour les JO. On espère que ça se fera aussi. Didier, je crois que tu as tes places pour les JO, pour aller voir ou pas du tout? Je serai sur quelques séances effectivement. Eh ben, tu seras notre reporter sur place, pour, les quelques séances. Sur J'annonce le que je ferai pas de direct, je vivrai l'événement Non, non, présent non, et tu voilà. tu feras un débrief le soir, t'inquiète pas. Hem et si tu le fais pas, je demanderai à madame de le faire à ta place. Pour les débriefs, on peut prendre le temps, il y a pas de souci, mais quand on sera sur place, c'est sûr qu'on en profitera. Voilà, mais voilà, j'en dis pas plus, mais on bosse là-dessus aussi, donc oui, il y a un peu de budget et on a travaillé énormément cet été. Ce qui fait que je suis un peu fatigué et que j'ai pas eu de vacances encore, mais ça va venir. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions à partager à Didier ou est-ce que c'est tout bon et on passe à la prochaine chronique? Non, pour Non. moi, c'était bon. Ouais, Je pareil. crois Bon. que j'ai même dépassé mon temps alors, Ouais, mais tu vas voir la magie du montage, je vais couper. Ah non, non. Non, t'inquiète pas. Ça devrait rentrer dans l'enveloppe, de temps, qu'on a. Bon, point suivant, je vais vous parler un petit peu parce que c'est la rentrée, donc il y a beaucoup de gens qui cherchent un club, un nouveau club, et cetera. Donc je vous ai posé la question, sur le groupe Facebook, justement, bah, comment vous avez choisi votre club, ou autre? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir Didier comme président, mais ça m'a fait c'est rire. rarement pour ça qu'on choisit le club, hein. De quoi? On connaît pas les présidents des clubs avant de rentrer dans un club, hein, C'est ça. c'est pas une bonne raison ça.
Déjà la question c'est, je vais vous poser la question tiens, comment vous avez commencé le tir à l'arc tous les 3? Qu'est-ce qui vous avait fait mettre au tir à l'arc? Les dames d'abord. Ah! OK. Ah, on a senti un petit oups! En fait, moi, je suis arrivée au tir à l'arc de manière un petit peu particulière. En fait, je suis une ancienne, sportive de haut niveau en équitation et en fait, je me suis blessée et quelques années après, je suis rentrée à la fac et à la fac, impérativement, il fallait faire un sport et en fait, je savais pas trop quoi faire, j'avais dans l'idée de faire du tennis et en fait, quand je suis allée m'inscrire, il y avait plus de place en tennis et en fait, la chaise, d'à côté de celui qui faisait le tennis, c'était du tir à l'arc et lui, il avait plein de place. Du coup, bon, je vais m'inscrire en tir à l'arc, j'ai pas très envie, mais tant pis. Et je me rappellerai toujours parce que c'est la personne qui m'avait amenée à la fac pour que je fasse mon inscription quand je suis sortie. Elle me dit: «Alors, tu fais quoi comme sport?» Je lui dis: «Ah super, je fais du tir à l'arc, génial» et en fait, j'ai fait mon premier cours avec, un prof, qui n'avait pas beaucoup de base en tir à l'arc, mais qui avait au moins la capacité d'être là et en fait, je me suis fracassé le bras pendant 3 heures, j'ai eu super mal et je comprenais pas pourquoi et ça m'énervait et du coup, en fait, je suis sortie de ce cours et j'ai regardé les clubs qu'il y avait autour de chez moi et je me suis dit: «Je veux faire du tir à l'arc et je veux faire du tir à l'arc à haut niveau» et en fait, maintenant ma vie, c'est le tir à l'arc. Tu es Voilà, payé pour apprendre le tir à l'arc aux autres. c'est ça. Voilà, donc c'est assez particulier comme manière de commencer. Spécial. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne ou de mauvaise, hein, dans les réponses qui m'ont beaucoup fait rigoler, il y a François Kempa qui me dit, «Je suis passé devant la porte, j'ai vu de la lumière et je suis rentré il y a maintenant 41 ans». Bon, bah, voilà, je trouvais ça, plutôt cool, Claude Poiret qui dit, «Il y a 12 ans, une démonstration dans un camping, je suis rentré chez moi, je savais qu'il y avait un club de tir à l'arc, et je me suis inscrit». Aujourd'hui, il est arbitre, il fait membre du bureau, il est vice-président, il est au comité de Gironde, enfin, voilà, enfin, des raisons, pour pouvoir faire du tir à l'arc, en fait, il y en a plein. Heu, déjà, quand j'ai commencé mon discours, c'était éventuellement tirer sur son patron ou sur sa belle-mère. Donc ça, par contre, ce ne sont pas des bonnes raisons pour se mettre au tir à l'arc. Enfin, si, c'est une bonne raison pour s'y mettre, mais on ne tire pas sur, sur son Tire pas sur les gens. patron. Il en est hors de question. Ne venez pas dire derrière au juge que c'est entre deux flèches qui vous a dit que vous pouviez le faire. Non, je ne suis pas d'accord. Donc voilà. Déjà, la première étape, c'est ça. En général, c'est un camping, c'est un centre aéré, c'est les JO. On a vu avec Didier. De temps en temps, Mmh. c'est ce qui donne envie. Les Il y a des films gens, aussi, c'est. peut-être. Tu disais, Didier? Les films, les séries. Mmh. C'est ça. Pour ma part, ça a été voir Kevin Costner dans le rôle de Robin des Bois. En fait, j'ai vu Robin des Bois de Disney, mais j'étais trop jeune pour avoir envie de me mettre au tir à l'arc et quand j'ai vu Robin des Bois avec Kevin Costner, j'avais l'âge pour faire du tir à l'arc et je me suis mis au tir à l'arc comme ça. Donc voilà. Hem, après après comme elle l'a très bien dit Stéphanie, elle s'est même pas préparée. Je suis assez content, là-dessus. Stéphanie, elle l'a dit: «Je veux aller dans un club» et je le répète et je le répéterai jamais assez. Vous voulez faire du tir à l'arc, faites du tir à l'arc dans un club. Que ça soit le club de l'université, que ça soit le club d'à côté, ou autre, quand vous débutez, allez dans un club, tirez pas dans votre appartement, tirez pas dans votre jardin, Non. tirez pas sur votre balcon, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un en Ouais. tête, mais ne faites pas ça. Il y a des règles de sécurité, l'arc, c'est une arme, donc voilà. Sérieusement, allez dans un club, vous serez encadré, par des bons coachs. De temps en temps. Alors, si vous êtes sur la région lyonnaise, vous pouvez peut-être tomber sur Stéphanie, qui encadre des clubs. Je suis désolé Stéphanie, je te prends comme exemple, mais tu es la seule Ouais, entraîneur qu'on ait, là, il y a pas de souci, c'est entre nous. vrai. Hem, mais clairement, Oh, être je suis dans sûr que Yann, toi, tu as déjà donné cours à des débutants? Oui, oui, oui. Et juste à des débutants, pour, beaucoup d'initiation ou autre, Voilà. hein. Mais, après, moi je dis bravo à Oui, c'est Stéphanie ça, parce que il y c'est pas a toujours facile, hein. Non. oui, c'est sûr, c'est pas toujours facile et c'est pas le même niveau, mais dès qu'on est à un minimum, archer, je veux pas dire de haut niveau, mais simplement avec un petit peu d'expérience, quelques années d'expérience, on sait apprendre aux gens à tirer sans qu'ils se fassent mal, sans qu'ils se blessent, un minimum. Voilà, C'est au trans moins les grands points,
C'est C'est ça me transmettre une passion aussi, donc après, ouais, on aime ça, donc c'est ça. on aime faire aimer notre sport, donc moi j'en ai fait j'ai plein de personnes, autour de moi qui ont voulu quand même essayer une fois. Alors après, ils n'en font pas forcément, mais les gens aiment essayer. Ouais, C'est ça. il faut qu'ils essayent sans se faire trop mal et c'est là où on débute et on si on débute tout seul, on peut très vite prendre des mauvaises habitudes, se faire mal, se dégoûter, ce serait dommage. Hem, le but, c'est déjà d'essayer d'aimer ça et de pouvoir continuer pour ensuite évoluer et progresser, potentiellement en étant, aidé par, des entraîneurs, des encadrants, bénévoles, des encadrants, diplômés, rémunérés. Heu, ça après, ça dépend aussi du niveau qu'on veut atteindre et pourquoi on veut faire du tir à l'arc? Est-ce que c'est juste pour faire du loisir? Dans ce cas-là, on va devoir avoir un suivi un certain temps. Puis après, si on n'a pas envie d'évoluer pour faire plus de points ou autre, il y en a certains, ils font ça que pour la chasse, par exemple. On n'a pas parlé, mais il y en a qui veulent juste savoir tirer à l'arc pour faire de la chasse à l'arc. Heu, une fois qu'on sait atteindre un sanglier à 10 mètres, bon, bah, pourquoi, pas faire plus et essayer d'aller plus loin? Pour certains, ça peut suffire. Voilà, Didier est en train de me faire toute ma chronique en fait, mais c'est ça. Déjà, enfin, vous allez être encadré, en général par des passionnés et ça, c'est à mon avis, super important. Vous allez apprendre beaucoup plus et beaucoup plus, beaucoup mieux et beaucoup plus vite, que si vous regardez des vidéos YouTube. Alors, tout ce qu'on peut faire, et discuter et vous apprendre en fait, dans cette émission, ça va pas vous aider à progresser plus que ça. Même si je suis sûr que la chronique de Stéphanie qui arrive après la mienne va vous aider justement à préparer votre saison, ou autre. Mais, voilà. Ensuite, aller dans un club, c'est aussi, avoir accès à du matériel, adapté. Vous aurez pas on parlait tout à l'heure d'une Formule 1 ou autre, vous allez pas apprendre à conduire dans une Formule 1 directement. Vous allez avoir une voiture avec une double pédale et cetera. Là, c'est pareil, vous aurez un arc que vous allez pouvoir changer au fur et à mesure que vous allez progresser. Hem Et c'est super important, en fait, parce que vous pouvez vite vous blesser si vous tirez sur un arc trop puissant ou alors vous pouvez vous prendre l'arc dans la tête si vous tirez sur un arc pas assez puissant, et trop court. Alors, pour beaucoup, vous allez me dire: «Il y a pas de club à côté de chez moi». Alors, il y a aujourd'hui plusieurs fédérations. Il y a la FFTA, c'est 70 000 licenciés en gros. J'ai pas les chiffres exacts, et c'est un peu plus de 1 600 clubs. Donc le territoire français, alors quand je dis territoire français, c'est, la métropole, la Corse, les DOM-TOM et vous avez, énormément de clubs. Hem, la FFTA, c'est Fédération française de tir à l'arc. On est tous les 4 licenciés à la FFTA. Aucun n'est licencié dans une autre fédération, dans vous 3. Non. Non, moi j'ai été en FSCF, fut un temps. Tu me mets un doute, je crois que je les ai oubliés dans ma chronique. Ah mince! Donc voilà. Si la FFTA, il y a pas de club à côté de chez vous, vous pouvez aller voir aussi sur la FFTL. Alors, j'ai une traduction qui n'est pas bonne, donc je vais, corriger ça tout de suite. Et France Field Tir Libre. Ça a été changé il y a quelques années. Donc, voilà. Heureusement qu'internet est là et que ça me permet de corriger, derrière. Ce sont aujourd'hui en France les 2 fédérations qui sont, j'ai envie de dire unisports. Elles ne font que du tir à l'arc. Vous avez différentes disciplines, vous en avez 7 à la FFTA, vous en avez 5 de mémoire à la FFTL. Dites-moi dans les commentaires si je dis une connerie, à ce niveau-là. Donc, voilà. C'est des fédérations qui se trouvent assez facilement. Vous avez des sites internet, fftl.com et ffta.fr. On rentrera pas dans les détails derrière de qu'est-ce qui différencie, laquelle ou autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous alliez dans un club pour pouvoir apprendre du tir à l'arc. Apprendre du tir à l'arc.
apprendre à tirer à l'arc. Vous avez aussi l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique, L'UNSS? Non, pas du tout. l'UFOLEP. L'UFOLEP, ouais, voilà. Eh ouais. Donc là, c'est une fédération multisport, mais ils ont du tir à l'arc, donc rapprochez-vous du club le plus proche de chez vous, et ils pourront vous dire s'ils font tir à l'arc ou pas dans leur club qui est multisport, et si c'est pas le cas, ils vous redirigeront sans doute vers un club à côté. Vous avez aussi la Fédération sportive et culturelle de France, qui est une plus petite. C'est ça où tu as été, la FSCF, La Yann? FSCF, Fédération sportive et culturelle de France, hein. Voilà. Bon, je les ai pas oubliés, tu me rassures. Non, ouais, Mais créé j'avais en pas l'acronyme en fait. 1898. Ah bah, au départ, c'était pas tout à fait ça, hein, parce que ça a été fondé en 1898. Ça s'appelait à l'époque l'Union des sociétés de gymnastique et d'instruction militaire des patronages et œuvres de jeunesse de France. D'accord. Voilà. L'US Gimpos. Un nom extrêmement barbare qui a été vite remplacé après par la suite. Par la suite, quand on a un souci de santé, parce que, on se Ouais. dit: «Bah, j'ai un Après, il y souci en a de encore santé». d'autres, hein, des fédérations, la FFSU, le sport universitaire. Et alors, tu vas voir, j'en parle après. Ah, Oui, Me casse c'est pas fini. ma chronique, Didier. Non, on va te donner Quand un coup on de a main, tu vois. quand on a un problème de santé, qui soit grave ou pas grave, on peut se rapprocher de la Fédération française de sport adapté ou de la FFH, la Fédération française handisport, sachant que tout ce qui est handisport aujourd'hui est géré par la FFTA. Donc voilà, vous obtiendrez forcément des réponses et vous aurez justement, moi je sais qu'en FFTA, vous tirez, j'ai des copains qui sont en fauteuil et qui tirent avec les valides, et c'est plutôt cool, enfin voilà. Sauf quand vous vous fatiguez à retirer les flèches de votre copain qui est en fauteuil, qui a été placé en salle, en hauteur, et qui arrive pas de son fauteuil à aller chercher ses flèches. Bon, j'ai retiré ses flèches, j'ai pas fait un gros score, j'étais crevé à la fin de la compète. mais et Donc après, si c'est vraiment tout type de handicap, ça, on peut en parler. C'est aussi pour les malvoyants. Il y a du matériel adapté pour faire tirer les malvoyants, les non-voyants, les manchots. Il y a du matériel adapté pour faire tirer, tout le monde. mais c'est pour ça que je suis pas encore en détail, mais quand je dis: «Vous avez un problème de santé», ça peut être, auditif, ça peut être visuel, ça peut être, il vous manque un bras, une jambe, enfin voilà, je vais pas faire la liste de tous les handicaps qu'il peut y avoir, mais il y a possibilité de faire du tir à l'arc. Vous pouvez même avoir des problèmes, comment on dit ça? Des problèmes mentaux, ça passe aussi. Vous pouvez faire du tir à l'arc, il y a, la En fédération sport qui vous adapté. va bien Ouais. et Le qui marche bien matériel et les derrière. encadrants sont adaptés au type de handicap. C'est ça. Si vous êtes au fin fond de la campagne, perdue, vous avez la Fédération nationale du sport en milieu rural. Hem, alors sur leur site internet, vous allez voir, il y a un archer sur leur bannière, Ah, tout parce que moi, simplement. je les connaissais pour le tir à la corde, par exemple. Voilà. Alors te moque pas du tir à la corde, c'est quand même Ah un bah, sport qui a été aux JO à une époque. oui, oui, non, on est bien d'accord. Sur la 174 sport en France, ils en diffusent de temps en temps. L'autre jour, c'était les championnats de France. Voilà. Si vous êtes vieux, mais plus vieux que nous tous réunis, là, il y a la Fédération française de la retraite sportive Mmh. qui, propose aussi de faire du tir à l'arc. Je vois Stéphanie qui fait oui. Tu donnes des cours, Oui, aux retraités? oui. Voilà, Stéphanie est polyvalente. Heu, par contre, si tu es jeune, voire très jeune, il y a l'Union nationale de sport scolaire, l'UNSS. Là, je vous conseille de vous rapprocher de votre prof de sport à l'école, et si vous êtes à l'université, il y a la Fédération française de sport universitaire, donc que parlait, Didier. Didier qui a fait comme Stéphanie, qui a fait du tir à l'arc en sport universitaire à une époque. Bah, comme moi en fait, j'ai fait un championnat de France aussi en sport universitaire. Il me faut pas Je grand chose, hein, regarde. rassurez-vous, voilà.
Ces deux fédérations, elles ont un partenariat avec la FFTA, donc hésitez pas, il peut y avoir des doubles licences et il y a possibilité justement d'avoir une licence dans une fédération et de pouvoir tirer dans l'autre, assez facilement. Mmh. Alors, si vous travaillez, que ça vous prend énormément de temps, vous pouvez demander à votre patron d'aller travailler, d'aller travailler, d'aller représenter votre entreprise à la FFSE, Fédération française de sport en entreprise. Et vous avez aussi la Fédération sportive et gymnique du travail, qui propose aussi du tir à l'arc. Et là, je sais qu'il y a des grosses entreprises, alors c'est du Veolia, du EDF ou autre, mais même moi qui travaillais dans une petite boîte où on était 100, 150, on était 3 archers et on avait essayé de négocier avec notre patron pour aller au championnat de France, sport en entreprise. Donc comme quoi, des fois, il suffit de pas grand-chose pour monter une équipe. Si vous êtes fonctionnaire, j'ai toutes les excuses possibles, imaginables pour que vous vous mettiez au tir à l'arc, hein, vous inquiétez pas, je les ai toutes. Vous avez le Centre national de la défense, c'est des gens qui tirent au pistolet d'habitude et là, ils font du tir à l'arc. C'est des militaires et ils représentent plutôt bien, la France aux compétitions internationales. Ils ramènent des médailles assez régulièrement. Je pense qu'il faudrait discuter avec, un ou une des archers de l'armée des champions. Mmh. Je pense que ça peut être intéressant aussi de voir cette partie-là. Donc voilà, un petit peu toutes les fédérations que vous pouvez avoir ou autres. Rapprochez-vous aussi, quand vous arrivez dans une ville, comme ça m'est arrivé ou comme c'est arrivé à Didier aussi, heu vous allez voir un club, 2 clubs, éventuellement 3 clubs, vous discutez avec les gens, vous voyez les équipements qu'ils ont. Je reprends, tout à l'heure, les gens là qui me disaient, sur Facebook là dans le groupe, là je prends l'exemple de Bénédicte, Wallart, qui disait: «La proximité, l'ambiance, le dynamisme du club, un super parcours, faut que vous trouviez votre compte en fait quand vous rentrez dans un club, parce qu'il faut être bien dans votre club, ça permet en fait de faire des meilleurs résultats, puis vous rencontrez des gens, plutôt cool dans un club. Je prends l'exemple du monsieur qui est en dessous de moi, alors non, il est pas en dessous de moi, il est là, voilà. Hem, mais Didier, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans mon club, qui est arrivé dans mon club, avec qui on a discuté, on a sympathisé et qui a aimé la dynamique du club et qui est resté pendant quelques années et je pense que, Yann, qui est dans un nouveau club cette année, Ouais. il y a le projet sportif qui rentre en compte, mais je pense qu'il y a aussi le côté, humain où tu vas aller monter une équipe avec des copains, et tu y vas pour le plaisir. Ouais, et côté affectif, oui, aussi, beaucoup, ouais. C'est ça. Je pense que c'est super important. Il y a des gens aussi qui ont rencontré leur femme au club de tir à l'arc, Mmh. comme quoi, voilà, je ne donnerai pas de nom, mais on pense tous, C'est pas moi. «Ah oui, tu connais pas Max toi?» Ah. Mais voilà, un petit peu toutes les raisons qui font. Petite astuce aussi, j'en avais discuté, avec, Johan, qui cherchait un club, à une époque et en fait, je lui ai dit: «Mais en fait, tu tires à côté de mon club, donc tu sors du boulot, enfin tu bosses à côté de mon club, tu sors du boulot et tu viens tirer, dans mon club, tu viens t'entraîner et tu rentres après chez toi», parce qu'il avait beaucoup de routes et les gens ne pensent pas à ça, en fait. Ils cherchent le club à côté de là où ils vivent et pas forcément le club à côté de là où ils tirent. Donc voilà, un petit peu toutes les idées que vous pouvez avoir pour pouvoir choisir votre club. Est-ce que vous avez des questions à rajouter à tout ça? Ah, tu bien fait le tour, là. Mmh. Non, J'ai bien fait le tour? juste en résumé, aller dans un club. Ouais, 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 sérieusement, j'en peux enfin, en tant qu'ancien président, mais je fais de la sécurité aussi au boulot. S'il vous plaît, tirez pas sur votre balcon ou dans votre jardin. Encore plus quand il y a juste un grillage, en fait, entre chez vous et chez le voisin. Voilà, ça peut être dangereux, le tir à l'arc et même si vous êtes très bon,
un accident est très vite arrivé, donc allez dans un club. Voilà. Et si j'ai oublié quelque chose, bah, vous mettez dans les commentaires. Stéphanie, tu es prête pour ta chronique? Oui, je suis prête. Prête. Tu es prête? Donc la chronique de Stéphanie, c'est comment on prépare sa saison sale. Je te Voilà. laisse la main. Après, j'ai peut-être pas forcément acté principalement sur la salle, mais en tout cas comment on prépare sa saison, de manière globale. Après, je me suis beaucoup enfin, vous verrez dans mon j'ai fait des petits points, des petits un petite organisation en points. Tout est lié en fait et je me suis beaucoup axée sur, des discussions avec l'entraîneur. Parce que quand vous avez la chance d'être, dans un club, avec un entraîneur et je parle pas forcément d'un professionnel, hein, je parle aussi d'un bénévole, qui a des diplômes, qui a suivi des formations, qui est capable de le faire. C'est très important parce qu'en fait, moi qui suis et entraîneur et archère, pas toujours la lucidité nécessaire quand je suis archère pour pouvoir faire les choses que mon entraîneur m'aide à faire. Donc c'est important en fait et on va commencer tout simplement déjà par un entretien avec l'entraîneur. Au début de la saison, on va avoir un entretien avec l'entraîneur. Alors attention à l'entretien avec l'entraîneur, en fonction du nombre de personnes qu'a l'entraîneur, dans le groupe. L'entraîneur ne peut pas passer autant de temps qu'il le souhaiterait avec chacun des archers. C'est frustrant pour l'archer comme pour l'entraîneur. Cet entretien, il va avoir pour objectif de définir plusieurs choses. On va commencer par définir les objectifs. Donc les objectifs, je ne sais pas si vous savez, comment on les définit, il faut des objectifs qui soient malins. Donc malin, en fait, c'est l'acronyme pour donc le M, c'est mesurable. Mesurable, c'est des indicateurs chiffrés, en fait. Ça va être des points, ça va être des places, ça va être ce genre de choses. Vous avez le A de atteignable. Donc atteignable, c'est qu'il soit, bien évidemment, réaliste et réalisable, limité dans le temps. Individualisé. Donc individualisé, c'est justement là où on peut des fois avoir des limites quand il y a beaucoup de monde, dans les groupes, c'est qu'il faut qu'il soit adapté à l'archer en question. On ne peut pas donner un objectif, pour tout un groupe. Et enfin le N de malin, donc négociable. Donc négociable, c'est qu'il faut qu'il soit discuté dans le sens discuté avec l'entraîneur notamment et accepté par les 2 parties. D'accord? C'est-à-dire que l'entraîneur, fixe un objectif en commun avec l'archer et il faut que l'archer soit d'accord sur cet objectif, sur les moyens qu'il aura pour réaliser ces objectifs. Donc ça, c'est la définition des objectifs. Moi, dans objectif, je vais vous mettre des objectifs de résultats et des objectifs de moyens, justement. Les objectifs de résultats, on en a tous, on va souvent en compétition avec ce genre d'objectifs, donc ça va être des scores, ça va être des classements. Il faut faire attention à ce type d'objectif qui, des fois, c'est un petit peu du pile ou face, parce que ça va dépendre du lieu où on est. Ça va dépendre de la semaine de travail qu'on a eue, ça va dépendre des problèmes personnels qu'on peut avoir, ça va dépendre de comment on a dormi la nuit, ça va dépendre de la lumière, ça va dépendre de plein de choses. Donc il ne faut pas trop se fixer sur ces objectifs-là. C'est-à-dire quand on n'a pas réussi, par exemple, les scores ou les places, il faut faire attention à pas tout de suite poser un trou et dire: «C'est bon, j'arrête le tir à l'arc, j'y arrive pas, je suis trop nul». Parce qu'il y a plein d'autres choses, en fait, qui rentrent en jeu. Donc ça, c'est les premiers types de moyens, c'est les moyens de résultats. Les premiers types d'objectifs, pardon, les objectifs de résultats. Et après, on va avoir les objectifs de moyens. On va les définir avec l'entraîneur et qui vont regrouper en fait les différents facteurs de la perf. Donc, quels moyens on va se donner pour remplir ces objectifs de score ou de résultat? Dans un premier temps, on va avoir les moyens techniques. Donc, le travail technique qu'on va mettre en place avec l'entraîneur durant toute la saison. Les saisons sont quand même de plus en plus courtes. Les compètes commencent de plus en plus tôt. L'entraîneur a besoin aussi de pouvoir travailler et du physique au retour des vacances et du technique pour pouvoir, améliorer ce qui n'a pas eu le temps d'être amélioré la saison d'avant ou travailler quand il a un nouvel archer. Donc là, on va voir les moyens techniques. Ça peut être aussi les moyens mentaux avec la définition de la stratégie de tir, qui peut être celle de la saison précédente ou qui peut être remaniée à la saison actuelle. On va avoir les moyens physiques, bien évidemment, donc renforcement aussi bien sur le pas de tir qu'en dehors du pas de tir et notamment la première partie de la saison qu'on découvre en salle quand on revient des vacances souvent, c'est du renforcement physique, c'est du volume, c'est des temps de tenue, c'est des choses qui vont vous permettre en fait de maîtriser l'arc physiquement pour pouvoir après mettre en place tout ce qui va être technique. On va avoir aussi les objectifs, on peut y rajouter le matos. Est-ce qu'on était débutant l'année d'avant et qu'on avait le matériel du club, qu'on prêtait et qu'il faut investir dans un arc et cetera? Donc tout ça, c'est les moyens qu'on va mettre autour, de ces objectifs. Alors,
Faut faire attention, avec l'archer, il faut bien définir ses objectifs de résultats et ce qu'il met en moyen en face. Parce que souvent, il y a des archers qui vont avoir tendance à dire: «Ah bah, moi, je veux faire 600 à l'extérieur», alors qu'à l'entraînement ou en compétition, ils ont jamais dépassé 540 par exemple. Donc il faut faire attention à relativiser ses objectifs et surtout, qu'est-ce que l'archer met en place par rapport à ses objectifs? Je prends un exemple bateau que j'ai eu il y a quelques années, où j'avais un archer qui était capable de faire 530, en salle, en s'entraînant 3 fois par semaine et au moment de l'entretien de début d'année, il me dit: «Bah, en fait, cette année, je veux faire 560 en salle. Par contre, j'ai des soucis au niveau du boulot, je pourrais m'entraîner plus qu'une fois par semaine». Donc là, déjà, il y a une incohérence entre ce qu'il était capable de faire en y mettant les moyens 3 fois par semaine et ce qu'il veut faire maintenant en y mettant beaucoup moins de moyens. Donc après, ça ne veut pas dire casser les rêves de l'archer, ça veut juste dire en fait être, réaliste et c'est l'avantage d'avoir un encadrant, un entraîneur ou un coach, c'est qu'en fait, il va nous amener cette lucidité qu'on n'a pas toujours quand on est archer. Globalement, hem, tous ces objectifs et toute cette discussion va permettre en fait à l'entraîneur de créer une programmation et une planification. Donc il faut être capable de lui donner en début d'année aussi le type, de compétition que vous allez pouvoir faire avec les dates, de compétition que vous allez pouvoir faire et cet entraîneur, pareil, en fonction du temps qu'il a par rapport au nombre d'archers qu'il a, il va pouvoir vous planifier en fait des plages de travail et des différentes, étapes dans la formation. Donc par exemple, on va pas faire du physique à une semaine de notre, compétition objectif, parce que ça n'a aucun intérêt. Et en fait, en fonction de la découpe de la saison, ben, on va avoir, des moments où on va travailler le physique, des moments où on va travailler le technique, des moments où on va travailler le mental, des moments où on va revenir un petit peu sur le technique pour renforcer la stratégie de tir et ainsi de suite jusqu'à préparer en fait pour arriver à la compétition objectif, où on va chercher à faire le résultat ou le classement qu'on aura décidé. Si vous n'avez pas l'archer, si vous n'avez pas l'entraîneur, pardon. Ouais, vaut mieux avoir quelques archers. Alors, si vous êtes Si un vous n'avez pas entraîneur, vous appelez d'entraîneur, Stéphanie, on vous mettra son numéro de téléphone en bas. si vous n'avez pas d'entraîneur, en fait, tout ça, vous pouvez essayer de le faire, en fait, tout seul, en vous posant les bonnes questions. De quoi je suis capable? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que je suis capable de mettre en place? Et ça, c'est important, en fait. Trop souvent, on espère faire des choses et moi la première, hein, des fois, j'ai envie de faire des points et le problème, c'est qu'en face, et ben, j'ai pas l'organisation nécessaire pour pouvoir les atteindre, en fait. J'optimise pas les choses. Donc l'avantage d'avoir un encadrant, et ben, c'est de pouvoir parler de tout ça et de se préparer au mieux pour faire en sorte que, ben, on commence la saison avec, le bon matos, avec le bon physique, avec les bonnes consignes techniques qui vont permettre de développer la stratégie de tir et de vous amener alors attention, hein, c'est pas à la première compétition de la saison qu'on va chercher à remplir l'objectif. Les premières compétitions, c'est de la préparation, c'est des tests. Je teste ma stratégie de tir, je teste, mon entraînement. Est-ce que l'entraînement est pertinent ou pas? Est-ce que je me suis trop entraînée, pas assez? Est-ce que j'ai bien dormi, pas assez, et cetera? Et petit à petit, en fait, on va se diriger vers des compétitions où là, on va mettre en place tout ce qu'on aura travaillé de manière optimum pour remplir des objectifs. Et souvent, ces compétitions-là, c'est soit les championnats départementaux, soit les championnats régionaux, soit les championnats de France, soit plus pour certains. Après, je voulais faire un tout petit bémol, de fin là, parce qu'en fait, je pourrais dire encore beaucoup de choses et je pourrais prendre beaucoup plus de temps pour tout détailler. Le truc, c'est qu'encore une fois et ben, en fait, chaque préparation de saison finalement est optimisée en fonction de qui on est, de comment on s'entraîne, de comment on travaille avec l'entraîneur. Donc il y aura encore plein de choses à dire et vous aurez plein de questions à poser, je pense. Mais après, il faut faire attention en fait juste après, Didier, promis. En fait, il faut faire attention à, encore une fois, les moyens qu'on peut mettre dans cette préparation et les moyens que peut mettre l'entraîneur, qu'il soit bénévole ou professionnel, dans cette préparation avec vous. Je parle de la planification, je parle de la programmation. Un entraîneur qui va avoir 12 archers à gérer, qui vont être 12 cas différents, ben, il va pas forcément avoir la possibilité d'avoir le même suivi papier que, s'il avait un sportif de haut niveau ou que s'il avait un groupe de 4 ou 5 personnes. D'accord? Donc des fois, j'entends encore trop souvent: «Ouais, mais l'entraîneur, il m'a pas fait ma programmation». Il l'a fait, peut-être qu'il l'a pas partagé avec vous parce que la plupart des archers, on leur partage pas forcément le papier de la programmation, mais en tout cas, il a planifié des choses, il a mis des choses en place et souvent, quand il vous fait faire quelque chose à l'entraînement, c'est pas parce qu'il sait pas quoi faire. C'est parce qu'il l'a préparé et que ça rentre dans un plan de travail qui est plutôt construit et structuré. Voilà.
et un plan démoniaque pour vous faire progresser sans que vous en rendiez compte. Exactement. Voilà, et de faire travailler des muscles qu'on ne se souvenait plus qu'on avait. C'est ça. Aussi, ou qu'on découvre des fois. Voilà, j'ai essayé de tenir dans les 10 minutes et de rester la plus claire possible. C'est bien, je pense qu'avec Didier, on a cramé les 10 minutes tous les 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires, je le Moi répète, hein, aussi, ou mais je peux la poser directement? vas-y, pose, Non, on n'est plus à ça près. Non, d'abord un grand merci, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années, par exemple, que moi, bah, j'ai plus vraiment d'entraîneur ou de brevet d'état avec moi pour me suivre. Donc ouais. c'est vrai que c'est des choses que j'avais l'habitude d'entendre, que j'avais de faire avec eux. Mais là, ouais, moi, c'est pour ça que j'ai pris des notes vraiment, et je pense que ça va m'être utile, pour moi, et je le partagerai au sein de mon club, c'est sûr. Bah, hésite pas si Heu tu as des Après, questions. l'une des questions, justement, c'est, chez nous, on n'a pas vraiment d'entraîneur pour les compétiteurs, et tu Ouais. disais qu'on pouvait se le faire soi-même. Qu'est-ce que tu penses si on faisait par binôme ou par trinôme, essayer de discuter déjà entre nous pour pas justement avoir à le faire seul? Puisque quand on le fait seul, ben, on pense pas forcément à tout, on se pose pas forcément les bonnes questions. Si on était plusieurs dans le même cas, est-ce que ce serait pas mieux déjà que de simplement être, tout seul? Alors, effectivement, ça peut être bien d'être, plusieurs pour pouvoir en discuter. Après, ce qui est bien, c'est d'être plusieurs, avoir des expériences différentes et il faut s'appuyer sur, par exemple, ton expérience et ton travail avec tes différents entraîneurs, en fait. Qu'est-ce qu'ils te faisaient faire? Comment ils te le faisaient faire et de quelle manière? De façon à pouvoir partager ensemble et pouvoir créer, en fait, finalement, cette programmation. Cette programmation, en fait, elle est souvent récurrente et assez «identique» entre guillemets à chaque archer. On va avoir la phase de renforcement physique qui va du coup, en termes de taille, ben, dépendre du temps que tu as pris en vacances, de combien de temps tu as Oui, arrêté ça c'est pour sûr, qu'elle hein. puisse sortir. Et après, il faut voir aussi tout de quoi toi tu as besoin. Il y a des archers qui ont besoin. Moi, j'ai travaillé avec un archer, on a fait pendant presque toute la saison du renforcement physique parce qu'il en avait besoin, en fait. Et dès qu'on n'en faisait pas, il était perdu, il savait plus s'il savait faire, s'il savait pas faire. Donc en fait, à chaque fois, je glissais un petit peu de travail technique en début de séance, même à l'approche des compètes objectifs, en fait. Parce que ça le rassurait, parce que ça lui plaisait, parce que ça lui convenait. Donc lui, c'était une programmation bien particulière. Mais voilà, souvent, c'est du physique, du technique dans le but de renforcer la stratégie de tir et après tu fais des tests de ta stratégie de Mmh. tir, de ta stratégie de compétition, de comment tu vas aborder ta compétition. Mais oui, ça peut être intéressant d'en discuter avec d'autres archers, si tu le connais bien et que tu sais qu'ils ont une préparation qui ressemble un petit peu à ce que toi tu aimes aussi, quoi. Et du coup, j'avais une 2e question, tu as évoqué un moment dans ton discours, encadrant, bénévole, entraîneur et coach. Quelle différence, toi, tu ferais entre un entraîneur et un coach? Alors un entraîneur, c'est quelqu'un qui est là, donc à l'entraînement et qui a plusieurs, qui va te faire travailler plusieurs choses. Donc le physique, le technique, le mental, le matos, puisqu'il est là aussi pour t'aider à régler et apprendre à régler ton arc. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelqu'un aussi qui est passionné, qui va te faire découvrir l'activité tir à l'arc. Et alors, j'aime pas trop le terme, mais c'est un peu une baby-sitter, une maman, quelqu'un qui va t'amener plein, plein de choses en fait dans ta pratique du tir à l'arc et qui va en fait, réfléchir à tout ce dont tu as besoin en fonction de la personne que tu es. Pour moi, un entraîneur, c'est quelqu'un qui apprend qui est l'archer, qui lui amène des choses par rapport à ses besoins, ses envies, ses attentes et ses objectifs. Le coach, lui, en revanche, il est là pour accompagner l'archer au moment où le stress va être le plus important, c'est-à-dire au moment de la compétition. Et le coach, en fait, il va sortir ce côté maman de l'entraînement en mode j'ai appris qui était l'archer. Et maintenant, en fait, bah, je lui apporte ce dont il a besoin de manière très simple. En compète, on va pas avoir besoin de savoir si techniquement la main qu'on a travaillée pendant tout l'entraînement, elle est bien relâchée, parce que c'est pas ça qui va nous aider à faire des points. Par contre, ce que le coach, il est là pour faire, pour rassurer l'archer quand il voit que l'archer commence à se fermer. Il est là, pour l'orienter sur, l'organisation de la compétition, pour que l'archer n'ait pas à s'occuper de ça et qu'il soit concentré sur sa stratégie de tir. Il est là pour lui lancer, alors je vais faire une image, un peu bateau, mais lui lancer la bouée de sauvetage quand l'archer perd sa lucidité et qu'il est plus capable de tirer. Cet été, au championnat de France, à un moment donné, il y a eu, des fortes rafales de vent et à un moment, il y avait plus de rafales de vent et en fait, j'avais une archère pas loin de moi qui commençait à râler parce qu'il y avait une petite brise
Et en fait, elle avait perdu toute sa lucidité sur le fait que, ben, les rafales de vent qu'on avait juste avant, elles étaient plus là et qu'en fait, elle savait faire. Mais elle s'était tellement pris la tête avec le vent qu'il y avait que ça dans sa tête, en fait. Et à ce moment-là, l'entraîneur, il est juste là pour lui rappeler qu'elle a une stratégie de tir et que c'est ça qui fonctionne. Le vent, la pluie, le soleil, la chaleur, le machin, le truc, on s'en fout. La stratégie de tir, elle est là pour ça. Donc, en fait, le coach, il est là pour mettre le doigt sur des choses simples et en fait aider l'archer au bon moment dans une compétition. L'entraîneur, il est là pour mettre l'archer en difficulté afin de le faire progresser pour remplir ses objectifs en compétition. Pour Je moi, pense c'est ça la grande différence. je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que, en fait, je posais la question pour voir ton ressenti. Moi, j'avais bien compris que c'était pas les mêmes rôles, mais expliqué comme ça, c'est bien mieux que ce que j'aurais pu le faire. Bon, merci. C'est pour ça Donc là, qu'elle est entraîneur. Didier, en tant que président, tu vas partager l'émission à tous tes membres de ton club, du groupe compétition Ah, ou autre, je pas sais pas, que, en ça disant sera même plus large, t'inquiète pas. écoutez ce que dit Stéphanie. Mais Après, j'ai pas encore fait, mais j'ai une page, Facebook où je partage un petit peu tout ce que je fais parce que je fais plein de choses dans le tir à l'arc. Mais, j'envisageais de mettre un petit peu des petits «conseils» entre guillemets comme ça d'entraîneur, bah, aujourd'hui faites ci, aujourd'hui faites ça, bah, on va regarder ce que c'est que la planification, la programmation. Donc, bah, hésite pas si Mmh. tu veux aller voir et si tu as des questions, faut pas hésiter. Très bien. les mettre des likes, je mettrai dans la description de la vidéo, je mettrai le lien de la page Facebook de Stéphanie. C'est gentil, Et si merci. je le fais pas, mettez dans les commentaires comme quoi je l'ai pas fait et qu'il faut que je corrige rapidement. Voilà. Alors Stéphanie, enfin, on se connaît parce que tu as été mon entraîneur à une époque. Je sais comment tu bosses et c'est vrai que, bah, j'ai été scotché au départ, mais quand je vois les 2 là réagir, bah, je me dis: «OK, j tu quand même très bonne comme coach, comme entraîneur», mais voilà. Je suis content de t'avoir là dans l'émission. Bah, moi, je suis contente d'être là et j'aime enfin, voilà, le fait est que j'aime ça et que j'ai enfin, moi, j'ai besoin d'apporter aux gens ce qu'ils viennent chercher auprès de moi, donc moi, ça m'éclate. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, transmission de son savoir, transmission de sa passion, hein. Ah bah, là, on en a la preuve, hein. C'est ça, C'est ça. exactement. Bon, on passe au point suivant? Le quiz. Ah purée, le quiz, j'avais oublié. Allez, on est parti pour le quiz news et Yann, vu que tu l'as réclamé, c'est toi qui commence. Ah! C'est moi qui commence? Alors, Alors, je rappelle que Didier et Stéphanie ont le temps qu'ils posent sa question pour pouvoir préparer la leur, C'est bon, sachant que je j'avais pas passerai en dernier. Donc, voilà. donc, ce week-end, on avait le France, campagne par équipe de club. Donc la question c'était, quelle équipe féminine a terminé première des qualifications et cette équipe a fait combien de points? Alors, joker, j'ai travaillé moi ce week-end. j'ai la Heu, réponse à la première question, j'ai pas la réponse à la deuxième Ah question. Didier, pour toi ça va être facile. Ouais, tu as une petite idée. je 1re, c'est donc les Carquefou Mmh. et il me Voilà, semble c'est qu'elles ça. ont fait 967 si je me souviens bien ou quelque chose du genre? 969. 937? Ah, 69, j à 2 points. Ouais, 2 points près, voilà, c'est ça. Donc nous on est, Pays de Loire et 967, ouais. Loire-Atlantique, d'où je suis. On est assez fiers de ce qu'a fait, l'équipe, de Carquefou, surtout équipe montée, de toutes pièces, cette année. Donc avec, bah, 3 médaillés, individuels, aux campagnes, en campagne aussi. Donc je pense que ça inaugure de belles choses l'année prochaine parce qu'elles auront déjà là, elles auront un petit peu plus d'expérience, de tir ensemble. Donc je pense que pour l'année prochaine, ça pourrait être pas mal. Un France campagne, équipe à Carquefou un jour? Ah! Bah écoute, ça, on serait preneur, hein. Après, des avantages qu'on a nous par ici, c'est qu'on est l'un des départements les plus plats de France. Donc c'est assez difficile de trouver quelques, côtes, mais bon, on arrive à trouver, hein. Et je m'inquiète pas trop. Moi non plus. Bon allez,
Je passe la main à Didier. Vas-y, pose ta question pour le quiz news. Allez, vous êtes prêts? Alors, a-t-on déjà vu à la télévision une personne rattraper une flèche à main nue? Une flèche en vol à main nue? Et si oui, dans quelles circonstances? J'ai envie de dire le plus grand cabaret du monde ou un truc comme ça, Non, où la non, France a non, un c'est grand talent ou un vrai arc, une vraie flèche tirée par une personne qui fait partie de l'équipe nationale de son pays. Donc Ah, la alors là, donc déjà la première question, la réponse est oui. Eh oui, oui, c'est oui, je la pense. réponse est oui. La deuxième question, j'ai pas je bloque sur les deuxièmes questions ce soir. Parce que je sais Stéphanie qu'il y ne avait me du sort tir à pas? l'arc dans On n'est pas des cobayes, mais je pense pas que ce soit cette émission-là. Non, Parce que à cette époque-là, c'était essayer de mettre une flèche dans une flèche, si je ouais, me c'est ça. souviens bien. oui, tout à fait. Et c'était Jean-Charles Donc, Valadon qui tirait. voilà, c'est ça. Parce qu'ils avaient essayé contre un Barbeau et Jean-Charles Valadon à 70 mètres, et le Barbeau, il avait pas eu de chance. Il a beau être très bon et champion du monde, forcément à 70 mètres, c'est pas sa distance de prédilection, quoi. Ouais. Non. Donc alors oui, donc on va dire oui, mais alors quand? Mmh. Donc il y a quelques années, en 2018, c'est la marque Skoda de voiture. Vous connaissez leur petit Ouais, logo? Voilà, c'est exact. une flèche sur leur logo. Et en fait, ils ont fait une publicité où une archère, je dois pouvoir retrouver son nom. Hop. Voilà, la question vachement préparée, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis dans Et l'actualité en du plus? coup, c'est Laurence Baldoff, donc une archère d'Autriche, si je ne me trompe pas, qui effectivement tire l'une de ses flèches en arc plastique avec une Skoda qui passe à côté à plus de 200 Mmh. km/h. Et donc la personne qui est à l'intérieur de la voiture, c'est pas n'importe qui non plus. Il fait des arts martiaux et il a un slot de 0,5 secondes pour choper la flèche en vol. Voilà. OK. Et donc, oui, c'est une vraie vidéo que on pourra vous mettre le lien en commentaire. Tu me l'envoies et je mettrai dans la description, de la vidéo. Point suivant, question suivante, c'est pour Stéphanie. Alors, moi, je vais rester dans le domaine de l'apprentissage du tir à l'arc. J'ai un peu entraîneur. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez un petit peu, initié des débutants au tir à l'arc. Ma question, elle est à votre avis, combien faut-il de flèches pour un archer, débutant et perfectionnant, pour passer du stade, pardon, acquisition au stade maîtrise d'une consigne technique? À votre 500. avis, 10 000. combien de flèches pour pouvoir être capable, théoriquement, d'avoir alors la différence entre acquisition, c'est qu'il est obligé d'y réfléchir à chaque fois à courte distance et maîtrise, c'est il y réfléchit sur, une dizaine de flèches, moins d'une dizaine de flèches sur une plus longue distance. 500. 10 000. Non, je pense que si on est vraiment sérieux et concentré, qu'on fait vraiment que ça, entre 80 et 100 flèches, ça pourrait suffire. On fait vraiment que ça, quoi. Alors selon la méthode d'enseignement fédéral de la Fédération française de tir à l'arc, il faut 2000 flèches pour être capable de passer de l'acquisition à la maîtrise. Oh, j'étais le plus près, hein. Ouais. Avec mes 500. Alors Voilà, 2000 donc flèches, on à va le raison faire d'un entraînement par appliquer. semaine, 50 flèches par entraînement, il me faut 3-4 Trop de ans. temps. Il faut trop Oula! de temps. Il C'est faut ça pour trop de temps, revenir à ce que Didier. vient de dire Didier. Il faut relativiser du coup quand vos débutants ne progressent pas aussi vite que vous le Bah, bien souhaiteriez. sûr. Ils n'ont pas le même nombre de pratiques et c'est pour ça qu'on conseille aux débutants de pratiquer plus d'une fois par semaine. Didier, je te Ouais, rappelle bah, que j'ai tiré 49 flèches l'année dernière. tu même pas fait T'imagines l'équivalent le d'un temps qu'il va me verso? falloir? Bah si, un berceau, c'est 44 et 4 Bah non, mais d'échauffement, 40 tirés. je voulais être sûr qu'ils sachent, mais c'était pour ça. Ah, pardon. Non, mais j'ai tiré, le tir du roi et j'ai tiré 5 flèches au tir du roi et j'ai tiré un berceau. Voilà mes 49 flèches de l'année. Ah oui. Eh ben, c'est pas gagné.
Non, 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 c'est pas gagné du tout. Pour que je progresse, je pense que c'est Après, fini. comme tu disais, ça dépend des objectifs, hein. Oui, oui, c'est Si vrai. l'objectif, c'est juste se faire plaisir, on n'a pas forcément besoin d'avoir, ce dont tu as parlé. Ah ouais. Après, je me demande dans quelle mesure tu te fais plaisir en tirant que 49 flèches dans l'année? C'est Alors une vraie moi, question. je prends du plaisir à organiser des émissions comme celle de ce soir, où on se marre bien et et on part en tir à l'arc. Donc voilà. Après, je suis passé dans quelques clubs où on faisait l'entraînement, on faisait quelques flèches et à la fin de l'entraînement, il y avait un petit pot partagé, il y avait le repas, vraiment, on mangeait tous ensemble. Donc on venait plus pour, le côté social presque du sport que vraiment pour tirer et pratiquer. Il y en a qui font ça aussi. Mais dans Voilà. ce cas-là, tu as pas d'encadrant. Non, effectivement. Voilà. Bon, c'est ma question à moi du quiz news, c'est la dernière. Je suis dans l'actualité en fait, moi, contrairement à d'autres, hem, j'ai perdu ma question. Non, Je ça y t'ai est. pas demandé un quiz news sur l'actualité, sinon on aurait Donc, préparé sur l'actualité, hein. j'étais en pleine Bah, quiz actualité, hein. news, Oh bah, excuse-nous, hein, c'est déjà mieux que comment ça va, hein, c'est bon. J'en suis où? Oui, ça y est. Il y a des trucs que je vais couper au montage, c'est pas possible. Non, je rigole. Il y a une marque de matériel d'arc qui a sorti une poignée qui reprend le nom d'une poignée légendaire. Est-ce que vous savez quelle est cette poignée qui est légendaire, qui a eu une successrice? Et c'est même pas le numéro 2 en fait, j'ai pas compris. Tu parles de la GMX? Ouais, De Ouais, ce chez que eux? je veux dire par le GMX, c'est la première fois qu'on a une GMX, alors c'est une GMX3, j'ai pas trop compris Déjà. pourquoi. Mmh. Donc Hoyt ne sponsorise pas cette émission-là, hein. Sinon on aurait un peu plus de budget dans les caméras et dans les micros. Mais si vous voulez sponsoriser cette émission-là, vous êtes les bienvenus, que ce soit Hoyt ou les autres. Mais oui, Hoyt a sorti la GMX3. Donc ah oui, ouais, ouais, elle ressemble bien. Ah bah, oui, oui, OK. En fait, la elle est GMX, ça fait un moment que tout le monde, enfin que beaucoup d'archers réclament la GMX parce que c'était une très bonne poignée et que beaucoup ont été déçus des poignées qui sont arrivées après. Et ça fait un moment que le projet GMX est dans les petits papiers de chez Hoyt, hein. mais j'ai deux arcs à la maison, c'est 2 GMX. Enfin, moi, je suis avec une Bah, GMX. garde-les parce qu'aujourd'hui, quand tu vois le prix d'une, poignée GMX, les nouvelles pour 2024, Oui, après, s'il y a pas de changement et d'évolution, vraiment technique, spécifique entre les 2, pourquoi changer le nom? Autant garder le même nom. C'est peut-être juste, en gros, dans l'idée, ils ont ressorti les moules et ils en ont refait, quoi. Il y a peut-être quelques Elle est améliorations techniques un petit peu, surtout au niveau des Alors matériaux. Mmh, elle est pas identique, hein, quand même. non? c'est Non. pas la même. D'accord. Je suis pas l'actualité, aussi bien que vous. Voilà, pour le coup, j'ai posé une question qui était pas d'actualité, tu vois? Ah non, mais c'est pas grave. On va passer au dernier petit point qui est le petit point, light, du programme. On va commencer par qui? On va commencer par Didier. Un mot de la fin, Didier. Est-ce que tu as quelque chose à Ah, rajouter? ouais, le tir à l'arc, c'est fun et cool. J'ai pas entendu cette phrase-là depuis tellement longtemps. Yann, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? oui, j'ai dit mais même plus, le tir à l'arc, c'est cool, venez nous rejoindre. C'est ça. Donc vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, sur YouTube, là où sur les podcasts. Donc on est sur, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Il y a un compte Instagram, Les Flèches Légendaires. Vous avez tout dans la description de la vidéo, tous les liens. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, surtout partager. Mettez des commentaires, mettez des pouces, comme ça si ça vous a plu. Et si ça vous a pas plu, appuyez 2 fois sur le pouce comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Le pouce comme ça, faut cliquer 2 fois dessus pour être vraiment sûr qu'il a été pris. Normalement, il est blanc, hein. Si vous avez bien fait 2 fois, il reste blanc. Normalement, ils ne doivent pas se tromper, hein. Faut pas se tromper. Voilà. Stéphanie, est-ce que tu as un mot de la fin? Bah, préparez bien votre CV. Ah là, c'est le coach qui parle. C'est ça. Le Donc coach ou on prend l'entraîneur? le coach.
Ah, L'entraîneur. ouais, l'entraîneur plutôt, ouais, tu as raison Didier. Maintenant qu'on connaît bien la différence entre un coach et un entraîneur. Ça sera le sujet de la prochaine chronique de Stéphanie, la différence entre un coach et un entraîneur. OK. Moi, j'ai déjà dit là, c'est trop facile. Ah ouais, mais tu développeras, Et tu tu auras auras 10 10 minutes minutes pour pour développer. développer à ce moment-là, donc Il y a voilà. pas de problème, pas de problème. Donc voilà. Et ben, messieurs, dames, je vous remercie d'être venus. Merci d'avoir fait cette émission avec moi. C'était fun et cool. Hem, j'ai rien d'autre à rajouter parce qu'en fait, on a tout dit. Partagez cette vidéo, partagez ce podcast, mettez des étoiles sur ces podcasts. Écoutez-les en allant à l'entraînement, parlez-en, pendant que les autres n'ont pas fini de tirer et je vous dis à bientôt dans la prochaine émission. À bientôt. À bientôt. Allez, à plus!